Bien, merci Eric, bonjour à tous. Donc ce que je propose de vous faire, c'est en fait un point sur les avantages et les inconvénients des différentes formes d'azote apportées au sol en viticulture. Donc il y a eu un exposé très complet de Jean-Pascal Goutouli là sur les connaissances fondamentales. Donc pour pouvoir introduire mon propos, moi j'ai besoin de vous rappeler quand même un petit peu le contexte du cycle de l'azote, alors de manière très très simplifiée. Vous voyez là sur ce schéma qu'on peut considérer que les exportations annuelles de l'azote, donc pour une vigne AOC avec un rendement, on va dire, de 50 à 70 hectolitres par hectare, c'est à peu près de l'ordre de 20 à 30 kg d'azote par hectare, dont la moitié à peu près de ces exportations sont liées aux grappes, aux raisins. Donc en fait, on a une dizaine d'unités d'azote qui sont exportées de la parcelle tous les ans. Le reste de ces exportations, c'est par exemple principalement les feuilles et les sarments, les sarments, s'ils sont broyés sur place, donc restent sur la parcelle et donc retournent au sol. Donc ces sarments, ces feuilles, auxquelles on peut additionner aussi les racines, l'herbe, donc vont arriver au sol pour donner de la matière organique fraîche. Et cette matière organique va se minéraliser rapidement ou donc donner de l'humus, de la matière organique beaucoup plus stable, qui va se minéraliser de façon beaucoup plus lente, de l'ordre de 1 à 2% par an. Donc que ce soit avec une minéralisation rapide ou alors liée à l'humus, de toute façon on arrive à de l'azote minéral. Donc dans un premier temps de l'azote ammoniacal, NH4+, puis par nitrification, on aboutit au nitrate, donc les NO3-. Donc c'est principalement cette forme d'azote qui est assimilée par les racines de la vigne, donc en passant dans l'eau du sol et donc assimilée par les racines de la vigne. Si c'est pas assimilé, eh bien donc là il y a les problèmes éventuels de lessivage, que vous connaissez tous avec les problèmes de pollution de nitrate. Alors si la vigne absorbe pas suffisamment d'azote, donc le viticulteur a deux possibilités, vous voyez, pour des apports au sol. Donc soit enrichir le compartiment en matière organique du sol, donc avec des matières organiques plus ou moins qui résistent plus ou moins à la dégradation, soit directement apporter des engrais minéraux, donc sous différentes formes. Donc voilà le contexte que je voulais vous représenter. Alors c'est très très simple, mais malgré tout, je pense que ce schéma peut apporter un certain nombre peut-être de réponses tout simplement à certaines questions que vous pouvez vous poser. Déjà, on voit que d'un point de vue naturel, la vigne, les plantes assimilent assimilent l'azote uniquement. Enfin, c'est l'azote qui provient du sol uniquement. Alors, on va voir dans certains exposés tout à l'heure, on peut aussi apporter de l'azote par voie foliaire, mais c'est pas la voie naturelle, on va dire, d'absorption de l'azote. Autre chose toute simple, c'est qu'en fait, vous voyez avec ce schéma que finalement, il est impossible de conseiller un fertilisant en fonction d'un objectif œnologique. Vous voyez qu'au final, la plante absorbe des nitrates, et quelle que soit l'origine des apports, c'est un nitrate reste un nitrate. Donc après, bien sûr, il peut y avoir des effets indirects liés à la dose d'apport, liés à la date de libération de l'azote, liés aux éléments associés dans le cadre, par exemple, que ce soit des engrais d'ailleurs ou des matières organiques. Mais on ne peut pas conseiller un fertilisant en fonction d'un objectif œnologique. Donc, vous avez vu qu'on peut apporter au sol donc soit des engrais, soit des amendements organiques. Donc, pour rappeler au niveau de la normalisation, AFNOR, la définition des engrais, donc ce sont des matières fertilisantes qui ont pour principale fonction d'apporter aux plantes des éléments directement utiles à leur nutrition. Et la grande caractéristique, c'est que il faut qu'au moins un des éléments majeurs, donc dans le cadre des aliments azotés, l'azote soit supérieur à 3%. À l'inverse, donc pour les amendements organiques, donc qui sont principalement régis dans le cadre de l'AFNOR par la norme NFU 44051. Donc là, ce sont des matières, c'est défini comme des matières fertilisantes composées principalement de combinaisons carbonées, destinées à l'entretien ou la restitution du stock de matière organique du sol et à l'amélioration de ses propriétés, que ce soit physiques, chimiques, biologiques.
Donc dans le cadre des amendements organiques, là, les teneurs en azote ne doivent pas être supérieures à 3% sur la matière brute. Alors, dans un premier temps, concernant les engrais, donc il peut y avoir plusieurs formes d'engrais. Déjà, on peut les séparer en engrais simples ou composés. Donc simples, c'est-à-dire qu'ils contiennent que de l'azote, ou alors composés, on associe d'autres éléments minéraux, le potassium, le phosphore, le magnésium, etc. Et dans les éléments simples, on peut aussi il peut y avoir différentes formes d'azote en fonction en fonction des formes d'azote, on peut avoir donc des sulfates d'ammoniac, donc un principe simplement le NH4+ que vous avez vu dans le petit schéma précédent, ou des ammonitrates, donc qui contiennent à la fois donc du NH4+ et des nitrates, donc NO3-. Si on veut définir aussi les types d'engrais, donc il existe aussi des engrais granulés, des engrais liquides, etc. Vous avez sans doute entendu parler aussi des engrais dits retard ou à libération progressive. Donc il y a plusieurs processus, soit parce que les engrais sont encapsulés, donc vont libérer l'azote de manière progressive, soit où il y a des phénomènes qui peuvent être un petit peu plus complexes. Et ensuite, on a des engrais qui peuvent être organiques, donc 100%, l'azote est lié 100% d'origine organique, ou un mixte avec des engrais qui sont à la fois organiques et minéraux. Pour ce qui concerne les amendements organiques, là c'est encore plus compliqué, il y a au niveau de leur comparaison. Là, je vous ai noté ce qui me semble les principaux critères de comparaison des matières organiques, des amendements organiques. Déjà, tout simplement, le taux de matière organique sur brut, parce que quand on regarde un petit peu, on compare les amendements, on peut avoir des amendements qui contiennent que 20% de matière organique, le reste ça va être de l'eau, d'autres qui vont contenir à l'inverse 80% de matière organique et seulement 20% d'eau. Ensuite, ce qui est intéressant de regarder, c'est la proportion de matière organique qui est susceptible de donner de l'humus, donc la proportion de matière organique qui va résister à la dégradation. Donc notre propos d'aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les éléments fertilisants qui sont contenus dans les matières organiques, même si généralement c'est pas le critère de choix principal. C'est intéressant aussi de regarder l'origine de matière organique. Qu'est-ce qu'il y a eu comme processus de transformation? Est-ce qu'il y a eu un compostage, etc. Parce qu'après, le comportement de ces matières organiques va être différent. Et puis après, on peut regarder, il existe des labels, des certifications, plein de choses qui peuvent permettre de choisir les différents amendements. Et puis, bien sûr, il y a le prix. C'est quand même, notamment dans le contexte actuel, un critère qui n'est pas négligeable. Alors, concernant justement le coût, que ce soit pour les engrais ou pour les amendements, là, sur ce petit tableau, je vous ai repris des différents types de fertilisants. Donc vous voyez des fertilisants, donc des engrais minéraux, des engrais organiques, organominéraux ou des amendements organiques. Donc et vous voyez sur les trois dernières colonnes, donc il y a la troisième colonne, c'est donc le nombre d'unités d'azote pour 100 kg de ce produit. On voyait les grandes différences qu'il peut y avoir entre les produits. Il y a sur certains amendements organiques, on peut avoir 1% simplement d'azote. Dans d'autres, on peut avoir presque 50% d'azote. Et donc l'avant-dernière colonne, vous voyez le coût donc pour 100 kg de ces produits. Donc là, vous voyez aussi qu'il peut y avoir des grandes variations. Ça peut être de 1 € pour 100 kg à plus de 500 € pour 100 kg. Donc, vous voyez simplement où je vais en arriver. Avec la dernière colonne, si vous faites donc le ratio entre le coût du produit et le nombre d'unités, on arrive à des variations entre produits qui sont très très importantes. Là, vous voyez, sur les exemples que j'ai pris, qui sont issus en fait du petit guide que vous connaissez peut-être, le coût des fournitures en viticulture et œnologie. Donc là, c'est des coûts de la dernière édition là qui est parue au Citevi, donc sur l'édition 2012 du coût des fournitures. Donc là, vous voyez qu'en fait, on peut avoir des variations énormes, de 1 à 150 du coût de l'unité d'azote. Si on apporte ces produits simplement avec un objectif d'apport d'azote, vous voyez là les variations qui sont très très importantes.
tout cas, classiquement, on est très, très souvent entre 10, 20, 30 des variations jusqu'à 150 là sur cet exemple. Donc, alors bien sûr, vous allez me dire, c'est pas quand on apporte ces produits, hein, on peut avoir plusieurs objectifs. Hein, c'est pas forcément uniquement pour de l'apport azoté. On peut aussi critiquer, parce qu'il y a le fait que, par exemple, sur les amendements organiques, autant sur les engrais, en général, on apporte à peu près 100 kilos. Sur les amendements organiques, en général, c'est plutôt de l'ordre de 10 tonnes qu'on apporte. Donc, il faut un peu relativiser ces comparaisons. Mais bon, je pense que c'est quand même assez intéressant là pour avoir un critère de choix. Alors donc, l'intitulé de mon intervention s'appelait « Les avantages et les inconvénients là, des différents apports au sol ». Donc là, sur ce tableau, j'ai noté quelques avantages et inconvénients concernant, d'un point de vue général, les engrais. Donc au niveau avantage, ce qu'on peut retenir, c'est que ce sont des produits qui sont concentrés en azote, qui sont très rapides au niveau de l'action, qui sont faciles à transporter. C'est donc les apports avec des engrais sont très homogènes. Hein, c'est facile ça peut être apporté de manière très régulière au niveau de la parcelle. On peut les localiser si on choisit de les localiser. Globalement, en fait, donc le pilotage de l'azote est très facile avec les engrais. On a parlé un petit peu de l'enherbement tout à l'heure. C'est vrai que c'est essayer d'atténuer les effets dépressifs de l'enherbement avec donc un apport au sol, c'est plus facile aussi avec les engrais. Donc sinon au niveau des inconvénients, là j'en ai juste noté un, c'est que donc il y a donc la plage d'apport peut être réduite dans le cadre des arrêtés là de protection des eaux contre la pollution. Et donc cet inconvénient va peut-être aussi augmenter avec, vous avez peut-être entendu parler là d'un renforcement de cette contrainte là de plage d'apport. Donc avec le fait que la Commission européenne donc a un petit peu mis à l'index de la réglementation française là par rapport aux nitrates, il risque donc d'y avoir des périodes d'interdiction qui vont être encore plus sévères, quoi. Donc ça c'était d'un point de vue général pour les engrais. Si on rentre un petit peu après par type d'engrais, pour ce qui concerne les engrais minéraux, les avantages c'est que le coût est généralement limité à l'unité d'azote, en tout cas pour les produits simples. Et puis donc on connaît assez facilement donc les libérations d'azote qui vont être réalisées. Les inconvénients, c'est que les coûts sont très fluctuants. Hein. D'une année sur l'autre, on peut très facilement arriver du simple au double au niveau des coûts des engrais minéraux. On peut noter aussi dans les inconvénients que l'effet de l'azote est à court terme. Et donc on a noté aussi des fortes acidifications du sol. C'est pas négligeable. Donc si après on s'intéresse à d'autres choses telles que la biomasse microbienne, des choses comme ça, il y a un impact lié à l'acidification des engrais quand on les apporte au sol. Autre inconvénient, c'est que les engrais azotés minéraux sont interdits en agriculture biologique. Et puis aussi, faut savoir que c'est quand même une forme qui est un peu mise à l'index là par le Grenelle de l'environnement, pas forcément sur le côté environnemental, mais plus sur le côté dépendance énergétique avec ce type de produit. Donc c'est très lié au pétrole, etc. Concernant les engrais à azote retard, l'intérêt c'est qu'on peut diminuer un petit peu la lixiviation, quoi, donc moins de risque de pollution. Par contre, c'est forcément plus coûteux. C'est plus coûteux aussi avec les organominéraux, mais c'est pareil, on a une libération à la fois donc rapide et progressive de l'azote. Et puis pour les engrais organiques, donc là on a une libération qui est un peu plus progressive. C'est plus coûteux aussi. Par contre, c'est intéressant parce que c'est des engrais qui peuvent être donc utilisables pour certains en agriculture biologique. Donc, en ce qui concerne les amendements maintenant, au niveau globalement des avantages, on a une large plage d'apport sur l'année.
La libération est progressive là de l'azote, donc il y a une grosse différence par rapport globalement aux engrais. L'effet est durable, donc c'est pas juste, on n'apporte pas des amendements pour avoir un effet simplement d'une année. Et puis, donc il y a beaucoup d'effets positifs, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les rôles physiques, chimiques, biologiques des matières organiques. Donc j'ai cité quelques exemples là d'effets positifs des matières organiques, donc qui vont bien au-delà de l'azote, des effets sur la structure, sur la rétention en eau, sur la fourniture en éléments minéraux, sur l'augmentation de la capacité d'échange cationique. Donc ça veut aussi que les matières organiques ont un effet de complexation des éléments traces métalliques. Forcément, ils stimulent l'activité biologique, etc., etc. Donc au niveau des inconvénients, c'est qu'on l'a vu dans le premier tableau là sur les coûts, il y a globalement peu d'azote. De toute façon, par définition, il y a moins de 3%. Donc le coût de l'azote en général est assez élevé. Il y a auquel il faut rajouter aussi le coût de transport, le coût d'épandage. Donc c'est quand même plus coûteux que pour des engrais. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure aussi avec Jean-Pascal. Il y a tout le problème là de la minéralisation. Donc c'est forcément dépendant. Comme la libération d'azote est dépendante de la minéralisation. Donc bon, là, si c'est trop sec, s'il pleut pas, on peut avoir la libération peut être arriver à des moments qui nous intéressent pas forcément. On peut noter aussi, je l'ai noté là dans la colonne inconvénients, l'effet durable. Tout simplement parce qu'en fait, on peut avoir, dans certains cas, des risques de surfertilisation. Si, pour une raison ou une autre, on a apporté beaucoup trop de matière organique, après, c'est un petit peu comme les toxicités, quoi. On peut pas l'enlever, donc on est après un peu dépendant de ces apports trop importants, avec des problèmes éventuellement de pollution. Donc c'est par exemple le problème lors des amendements trop importants à la plantation, dans certaines conditions. Oui, j'ai noté aussi dans les inconvénients le côté donc la connaissance insuffisante des compositions. C'est très très difficile de savoir quelle est la composition des amendements organiques que l'on apporte. Et donc globalement, contrairement aux engrais, le pilotage est très très difficile en fonction du type de matière organique, mais en fonction aussi du type de sol, etc. Donc après, comme pour les engrais, si on rentre un peu plus en détail sur les différentes formes de matière organique. En ce qui concerne les matières organiques végétales, généralement c'est les matières organiques les moins coûteuses, souvent utilisables en agriculture biologique. Par contre, c'est souvent aussi celles qui ont le moins d'azote. Donc on a vu là sur le tableau, on peut avoir moins d'1% d'azote. Donc on peut aussi avoir, ce que vous avez peut-être entendu parler, là, les risques de fin d'azote. Donc c'est-à-dire que les micro-organismes du sol, pour pouvoir dégrader cette matière organique, puisent l'azote du sol, donc en détriment des plantes. Bon, cela dit, personnellement, moi, j'ai jamais vu de problèmes engendrés sur la vigne. Bon, c'est plus des problèmes après sur des semis de céréales, des choses comme ça. Inconvénient, c'est les difficultés d'épandage. Tout le monde n'est pas pourvu de matériel pour pouvoir répandre ce type de matière organique. Ensuite, on a les fumiers qui sont en général utilisables aussi en agriculture biologique, en tout cas s'ils proviennent d'élevage extensif. Au niveau des inconvénients, on peut noter les compositions qui peuvent être très très variables. L'hétérogénéité au sein d'un tas de fumier, et donc après l'hétérogénéité aussi d'apport sur la parcelle. C'est pas forcément les matières les plus faciles à épandre. On peut avoir des problèmes d'odeur, etc. Et pour finir, donc j'ai noté les composts végétales parce que c'est très très employé donc en viticulture actuellement. Généralement, c'est aussi utilisable en agriculture biologique. C'est très utilisé parce que c'est ce qui a le plus fort potentiel humique. Et puis aussi parce que c'est assez facile souvent à porter, parce que notamment avec les formes en bouchon, les choses comme ça. Par contre, donc on peut en inconvénient par rapport au colloque d'aujourd'hui sur l'azote, donc souvent c'est des matières organiques qui ont des très très faibles libérations d'azote. C'est même certaines matières organiques qui sont très très résistantes à la dégradation apportent quasiment pas d'azote. C'est un petit peu comme la libération de l'humus. On va être de l'ordre des fois à 1-2% d'azote libéré par an. Donc
En conclusion, donc bon, je vous rappelle que les besoins de l'azote pour la vigne sont très très faibles par rapport à d'autres cultures. Bien évidemment, les carences sont préjudiciables, que ce soit pour la vigne ou que ce soit aussi après en œnologie. Donc pour faire simple, je dirais que s'il y a une correction rapide à effectuer, mais là, le plus simple, c'est de réaliser les apports avec des engrais qui vont être libérés rapidement, qui vont pouvoir corriger rapidement. Si par contre, on veut un effet plus durable, là, forcément, il faut passer sur des apports de matière organique qui vont pouvoir générer de l'humus et donc améliorer le potentiel au niveau du sol. Et donc là, pour terminer, je voulais absolument dire, qu'avant de réaliser des apports de fertilisants, le bon sens veut qu'on s'assure déjà que ce soit réellement une carence azotée, un manque d'azote, et pas lié à un mauvais tout simplement fonctionnement du sol. Donc là j'ai cité quelques exemples. Si on est par exemple en sol acide, on peut avoir une vigne qui va être verdâtre, vert clair, qui semble effectivement carencée en azote. Mais bon, la première chose à faire, c'est pas forcément d'apporter de l'azote, c'est plutôt de corriger ce problème d'acidité. Sachant que rien que le fait d'augmenter donc le pH du sol, déjà l'alimentation toute simple va être améliorée. Et après, donc on pourra, s'il y a encore besoin, apporter une matière organique ou engrais. Donc ça peut être aussi tout simplement une mauvaise alimentation azotée liée à une mauvaise alimentation hydrique, soit parce que le sol est trop sec, et puis on a vu que pour que l'azote puisse être absorbé par les racines, il faut que ça passe dans l'eau du sol. Donc s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'absorption d'azote. Ou au contraire, parce que s'il y a trop d'eau, c'est pareil, il n'y aura pas sur des vignes engorgées d'eau, il n'y aura pas d'alimentation. Donc on peut aussi avoir des problèmes de tassement, d'entretien du sol inadapté, de mauvais rapport feuilles-fruits. Donc il peut y avoir d'autres causes qui entraînent une mauvaise alimentation azotée. Voilà, j'aurais terminé là. Je vous remercie.